Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui, nous sommes le jeudi 22 août pour un petit vlog lecture et vacances. Alors, je vous ai pas repris depuis 3 semaines, parce que la deuxième semaine d'août, on a été pas mal occupés avec les leçons de natation des enfants, avec la préparation du départ en vacances, puisque là on est parti 3 semaines. Voilà, avant tout, je voulais remercier voilà, tous les nouveaux followers qui se sont abonnés sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir, j'avoue que je m'y attendais pas du tout. Je vais partir plus souvent en vacances en fait, hein, c'est mieux. Mais non, c'est vraiment super. En plus, c'était à partir d'une vidéo point lecture. C'est pas forcément celle que préfèrent les gens. Je sais qu'il y a beaucoup qui aiment les boucoles. Et franchement, cette vidéo, c'est une vidéo sur mes derniers coups de cœur, mes dernières lectures pépites. Et je me suis dit, la vidéo, elle dure 48 minutes. Je vais franchement les gonfler, quoi. Avec 48 minutes, ça va être beaucoup trop long. J'aurais dû couper en deux. Je me suis dit, ah là là là, la boulette. Et puis tout compte fait, bah non, pas du tout. C'est une de mes vidéos les plus vues. Donc vraiment, je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Je remercie aussi ceux qui me suivent depuis le début ou depuis un moment. Enfin, ça fait vraiment super plaisir. Voilà. Je suis en vacances et je vois tout ça en plus. Donc c'est vraiment super. Sinon, je vais essayer de vous mettre les choses un petit peu en ordre. Avant de continuer la vidéo, de me souvenir de ce que j'ai fait, parce que là, ça fait déjà une bonne semaine et demie que je suis en vacances, que nous sommes partis. Donc avant de partir en vacances, j'ai lu Le Nouvel Ordre Animal, les tomes 2 et 3 de Julie Bogno. J'avais déjà lu le tome 1, alors je ne l'ai peut-être pas encore chroniqué sur la chaîne, il est sur Instagram. On est dans une dystopie où les animaux sont devenus fous, oui ou non. Peut-être qu'ils sont pas si fous que ça, puisqu'ils s'attaquent à l'homme. Alors, quels que soient les animaux, hein, là on voit par exemple un cerf, c'est plutôt un animal qui fuit devant l'homme. Là, c'est pas le cas. On a les animaux sauvages qui se sont, je pense, du coup, échappés du zoo, puisque l'histoire se passe en France, qui sont hyper agressifs. Et voilà. Et les humains qui sont toujours vivants vivent dans des sortes de dômes, de bulles. Et on a encore cette dichotomie entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui, voilà, qui restent les gens du peuple. Donc ceux qui ont le pouvoir vivent dans les tours qui sont encore restées debout. Je pense qu'ils vivent dans un certain luxe, même si on n'a pas encore toutes les réponses. Et puis vous avez les autres qui vivent voilà, en bas des tours, dans des sortes de bidonvilles sous des tentes, dont notre héroïne Léonie, qui est de plus enceinte dans le premier tome. Bon, je ne vous spoil pas, hein, c'est marqué sur la quatrième de couverture. Et voilà, et c'est très prenant, en fait, c'est édité sous forme de feuilleton. Donc c'est des tout petits formats et du coup ça crée une certaine addictivité, on a envie d'en savoir plus. C'est super bien fait, moi j'aime beaucoup, ça fait un moment que je suis l'autrice et j'aime beaucoup ce qu'elle a fait, le format qu'elle a donné à son histoire. En plus il y a un soin vraiment très particulier apporté au livre, aussi bien au niveau de la couverture que de l'intérieur du livre. Il y a plein de petits dessins, tout ça, c'est vraiment très chouette, mais je vous en reparlerai plus longuement dans un point lecture. Donc là, j'ai lu les tomes 2 et 3. Je pense qu'avec Scène criminelle, ce sont les derniers livres que j'ai lus avant de partir. Ensuite, en vacances, la première semaine, j'ai dégommé 3 livres. Je suis allée assez vite. Le tout premier que j'ai lu, c'était Comment voyager dans les terres oubliées, que j'ai eu par le biais de NetGalley, hein, qui est une plateforme de téléchargement de livres. Vous demandez si vous pouvez recevoir l'e-book en service presse et c'est accepté ou pas par la maison d'édition. Alors c'est de Sarah Brooks, si je ne me trompe pas, et c'est aux éditions Sonatine. Et ce livre, il est assez étrange, ce livre, en fait, parce que c'est très contemplatif au début. Et à la fin, on est vraiment, le fantastique explose, on est limite dans du body horror, hein. Vous savez, quand il y a des choses un petit peu bizarres qui sortent du corps des êtres humains. On est en 1899, puisque les différents protagonistes n'arrêtent pas de dire que on va rentrer dans un nouveau siècle. Et on est à bord du Transsibérien. Alors, il y a de petites choses qui ont été changées au niveau de l'histoire vraie du Transsibérien. Là, on va aller de la Chine à la Russie. Et il y a eu un événement qui a eu lieu il y a plusieurs années, donc c'est là la
grosse partie fantastique, c'est-à-dire qu'au niveau de la Sibérie, il y a des mutations qui ont eu lieu. Ces mutations ont touché la nature environnante, ont touché les hommes. Alors on ne sait pas trop à quel point ça a touché les êtres humains. On sait juste qu'il y a plein d'êtres humains qu'on n'a jamais revus, que la nature est devenue très étrange. On se l'imagine hostile au début du roman. Et donc ça a été fermé en quelque sorte. Et il y a des explorateurs qui y sont allés, ils n'en sont jamais revenus. On les appelle les terres oubliées. Et depuis, la Russie, la Chine, enfin plusieurs pays, enfin je crois que c'est la Russie et la Chine surtout, ont fait construire un mur immense pour ne pas aller dans ces terres, enfin surtout pour protéger les êtres humains de ce qui pourrait venir des terres oubliées, de ce qui pourrait corrompre les êtres humains. Donc on a des murs immenses avec des miradors, des soldats. Et on a ce train qui est assez particulier, donc le transsibérien, qui passe le long de ce mur et pas loin des terres oubliées. Alors les gens qui entreprennent ce voyage, c'est jamais sans danger puisqu'on peut être corrompu, il y a des choses qui peuvent rentrer dans le train. Et si jamais arrivé à destination, ce soit d'un côté russe, enfin russe chinois ou côté chinois russe, il y a une sorte de petite mise en quarantaine où on surveille si vraiment personne, ni le train, ni les personnes n'ont été corrompues. Et si c'est le cas, bah, le train est scellé et vous mourrez voilà, dans le train. Voilà. Donc là, on suit le point de vue de plusieurs voyageurs. On va suivre une jeune femme russe qui est assez mystérieuse puisqu'on sait au début qu'elle a changé d'identité. On ne sait pas pourquoi. On va suivre celle qu'on appelle l'enfant du train qui est une jeune femme d'origine chinoise. Donc en fait, elle est toujours restée dans le train puisque sa mère était chinoise. Elle était enceinte quand elle est montée dans le train. Elle a accouché. Elle est décédée, donc on ne sait pas quel est son nom, on ne connaît pas son histoire ni l'histoire de sa mère, ni qui était le père. Donc les gens l'ont élevée, ils ont trouvé qu'elle leur portait chance et elle est devenue l'enfant du train. Là, c'est une jeune fille d'environ 16 ans, je crois, qui vit presque en symbiose avec le train. On va suivre aussi le point de vue d'un chercheur anthropologue qui avait une théorie un petit peu faux-folle, disant qu'en fait, chaque créature porte en elle le gène pour arriver à atteindre la perfection, mais lui ce qu'il considère comme l'imperfection, c'est de devenir un être humain. Par exemple, il imagine qu'une poule a des gènes en elle qui lui permettraient, en évoluant au fil des siècles, de devenir un être humain, qui est pour lui la perfection. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais voilà, c'est son idée à lui. Sauf qu'il s'est complètement ridiculisé lors d'une exposition devant d'autres chercheurs et qu'il a besoin de redorer un peu son blason, d'où son idée d'aller dans les terres du Sud, peut-être de faire quelques trouvailles, des recherches pour toujours partir sur sa théorie de voilà, cette idée de perfectionnisme en devenant un être humain. On suit aussi des personnages secondaires, il y a un cartographe, il y a la capitaine du train, il y a une autre jeune fille assez mystérieuse, une comtesse russe vieillissante. Voilà, c'était alors assez contemplatif au début, mais l'idée de départ est tellement prenante que voilà, j'étais très tentée de lire ce livre, c'est pour ça que je l'ai demandé en service presse. Il y a un moment où c'est peut-être un peu long, et puis alors, vers la fin, vous partez dans quelque chose de vraiment explosif. Mais pour moi, ça restera un livre étrange. Voilà, étrange dans le bon sens du terme, hein. C'est très particulier. On n'a pas toutes les clés, en fait, on n'a pas toutes les réponses. Mais je pense que, pour moi, je le vois comme un appel à la tolérance, à la bienveillance, à accepter autrui dans ses différences et aussi à un rappel à se rapprocher de la nature. Donc ça a été une bonne lecture. Ensuite, j'ai enchaîné avec à l'ombre de Winnicott, qui est le prochain roman de Manchette et Niemek, j'espère que je prononce bien leur nom, qui ont écrit Alabama 63 et Americas. Là, on partait dans quelque chose de totalement différent chez Albin Michel. Puisqu'on part vers du gothique, enfin, en lisant le résumé, c'est ce que je me suis dit. Je ne sais plus quand est-ce qu'il sort, si c'est fin août ou début septembre. C'est pareil, je l'ai eu par Ned Gallet. Et voilà, ça a l'air très différent de ce qu'ils ont pu écrire jusqu'ici, puisqu'on va suivre une jeune, enfin non, jeune, elle a 38 ans, mais on est en 1934, donc à cette époque-là, vous n'êtes pas mariée, vous êtes une vieille fille, vous êtes vieille déjà. Donc nous sommes en 1934. Elle a été acceptée comme gouvernante dans un manoir isolé au Royaume-Uni.
et elle doit venir s'occuper d'un petit garçon qui a une certaine particularité. Je ne sais plus si c'est noté sur le résumé, donc je ne vais pas vous le dire. Et voilà, elle arrive en pleine nuit, c'est assez mystérieux, donc ce manoir qui fait un peu isolé. Elle n'est pas super bien accueillie par le majordome, et elle rencontre la mère du petit garçon. Alors, c'est vrai qu'il se passe des choses assez étranges, en fantastique, limite horreur par moment. Mais on s'éloigne quand même assez de l'aspect gothique. J'avoue que j'aurais aimé approfondir davantage cet aspect gothique, mais on va plutôt vers quelque chose d'assez bienveillant au niveau des relations entre les personnages, avec presque un petit côté feel good, je dirais même. Il y a énormément d'humour. On a les pensées des personnages. La gouvernante est assez ironique, beaucoup d'ironie, elle m'a bien fait sourire. Le petit garçon a du répondant, et le couple formé par les parents du petit garçon est assez savoureux. Il n'y a pas beaucoup de tendresse et de respect entre eux, ce qui, voilà, au début du XXe siècle, n'est pas forcément gagné. Le père, d'ailleurs, lui, a une éducation très stricte et il s'en veut de ne pas être capable de montrer plus d'amour à son petit garçon. Mais voilà, il a été élevé d'une façon tellement stricte que c'est compliqué, mais il fait des efforts. C'est un homme qui vient d'une riche famille, il a hérité de ce manoir qu'ils sont en train de rénover. Bon, il a une vie assez colosse, hein, parce que c'est sa femme qui s'occupe, enfin, c'est pas elle qui rénove, hein, elle prend des décorateurs et des ouvriers, mais c'est elle qui chapeaute tout ça. C'est son frère à lui qui s'occupe de la gestion du domaine et de leurs biens. Donc lui, pendant son temps libre, en fait, il joue les archéologues, hein, parce qu'il n'a pas de diplôme particulier en archéologie, mais voilà, il part pendant plusieurs semaines dans des pays étrangers et il fait ses fouilles archéologiques en laissant sa famille derrière lui. Bon, voilà, après, à cette époque, c'était un peu comme ça. Mais il est très respectueux, c'est vrai, envers sa femme. Je pense qu'il y a de l'amour quand même entre eux. Et voilà, il y a pas mal d'humour aussi entre eux, c'est assez rigolo. Voilà, on a un mélange de gothique. Alors ceux qui n'aiment pas le gothique ou qui ont peur du fantastique ou de l'horreur, vous allez y trouver beaucoup de bienveillance dans les relations entre les personnages et aussi beaucoup d'humour. Donc je pense que ça peut être une lecture qui peut être faite pour différents types de lecteurs. Ensuite, j'ai enchaîné dans un genre complètement différent. Là, c'est un service presse que j'ai reçu des éditions Gulfstream, que je n'ai pas eu en version papier malheureusement, parce que la version brochée est magnifique. C'est un semi-hardback avec jaspage. Il est franchement super beau ce roman. Ils envoyaient carrément des box et tout, donc il y avait beaucoup moins de services presse. Et puis bon, à voir les personnes qui ont reçu le service presse, vous avez soit des gros booktubeurs, soit des personnes beaucoup plus jeunes. Bon, après Gulfstream, c'était normalement plus pour la jeunesse. Après, maintenant, ils font plus pour le young adulte. Et pour le coup, celui-ci, La Bénie de Césarée, moi, je le classerais quand même en adulte. C'est le premier tome d'une série qui s'appelle Demos. J'ai oublié le nom de l'autrice, je n'ai pas retrouvé. Ça m'échappe. En plus, j'ai discuté avec elle parce que son livre, ça a été une grosse claque, ce livre. J'ai adoré, c'est juste incroyable. On est dans une fantaisie avec de la magie, d'inspiration romantique aussi, même s'il y a aussi beaucoup de références à l'Irlande ou à l'Écosse, plutôt moyenâgeuse, mais j'ai adoré. D'ailleurs, bon, c'est juste évoqué, mais on est surtout voilà, dans une histoire d'inspiration romantique, puisque l'héroïne Virina est impératrice. Leur façon de vivre, de s'habiller, voilà, ça rappelle complètement la romantique. Et le début, ça commence très très fort, c'est très sanglant. Ce début, d'ailleurs, j'avais du mal à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est expliqué après, mais sur le coup, on se demande ce qui se passe, puisqu'elle devient d'un seul coup, cette jeune femme, la bénie de Césarée. On apprend plus tard que Césarée est un dieu. Voilà, il y a les gens de ce monde respectent, bénissent, adorent et croient en plusieurs dieux. Et elle, voilà, elle, c'est plutôt Césarée qui lui donne un pouvoir incroyable. Et le début, ça commence très fort, puisque son royaume a été envahi, et elle pulvérise en les brûlant complètement les ennemis de son peuple, en fait, et de son pays. Mais il y a des petites choses un peu mystérieuses sur cette jeune femme qu'on retrouve des années plus tard. Déjà, la façon dont elle s'empare de la couronne, c'est très 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 violent. Il arrive des choses à sa famille. On a déjà quelque chose. La fenêtre n'arrête pas de faire des glong glong. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui jette des petits cailloux.
Du coup, j'étais en train de dire, oui, donc bon, il y a pas mal de choses. On le sait dès le début, je ne vais pas vous le dire ici, je ne sais plus si c'est marqué sur la 4e de couverture, mais je ne veux pas trop vous en dire parce que ce livre, il est vraiment génial. C'est un livre sur le pouvoir et sur ce qu'est vraiment le pouvoir au fond, sur ceux qui le recherchent à tout prix et tout compte fait. Moi, je me dis, le pouvoir, ça isole, ça rend seul. Et Virina, on sent qu'elle veut à tout prix le pouvoir. Et on a des flashbacks, ça alterne entre moment présent et passé. Et on comprend parce que elle pourrait être un personnage détestable, mais elle a vécu des choses tellement dures quand elle était jeune. C'est un personnage qu'on apprécie. Et ouais, je suis même triste par rapport à ce qui lui est arrivé. Voilà, c'est un personnage hyper attachant au fond, même si ce qu'elle fait effectivement au moment où l'histoire est racontée est très dur, mais voilà, pour le coup, pour moi, c'est de l'adulte, hein, parce qu'on est vraiment dans... Ça questionne sur le pouvoir, on a des complots, on parle de trahison. Voilà, quand on est à la tête d'un si grand empire, comment ne pas devenir paranoïaque et à qui faire confiance? Enfin, c'est très compliqué. Et Virina, elle a une partie d'elle qui est très très dure et en même temps, on a encore des flashs de cette très jeune fille qu'elle a été et qui a souffert. Et c'était un beau roman, mais un roman très dur en même temps. Ça clash. On le sent de toute façon, le vocabulaire qui est employé, la tournure des phrases, la façon dont les événements s'enchaînent. On sent que ça va être dur. Et je suis super contente de cette découverte. Je pense que je vais essayer de me l'acheter, je crois, en version papier. Parce qu'il y aura 4 tomes. Et j'aimerais bien, je crois, avoir en fait les 4 tomes. On va suivre en fait d'autres personnages dans les suivants. Je me suis précipitée sur mon téléphone à la fin. J'étais en voiture, on était en train de changer de lieu de vacances et c'était formidable. Ouais, ouais, j'ai adoré franchement. Un roman de la rentrée super, super intéressant, sans concession, voilà, qui fait pas de cadeaux et plus réaliste certainement, même si on est dans un monde de fantaisie, un système de magie, mais vraiment très bien écrit et très prenant. Et voilà, je ne sais plus si je vous ai dit, oui, on est parti une première semaine du côté de Francfort, puisqu'on a de la famille là-bas. Enfin, ils nous ont prêté leur maison, puisque eux sont en France. En ce moment, on a crevé de chaud. Il faisait 35 degrés et il n'y avait pas un souffle d'air. C'était horrible. Heureusement, les chambres étaient, voilà, étaient pas froides, mais voilà, pas trop exposées à la chaleur. Mais par contre, dans la journée, c'était intenable. Vous leviez le petit doigt, vous étiez bon pour aller prendre une douche. Enfin, c'était horrible. Ça a été une première semaine assez coolos, assez chill. On s'est reposé, on n'a pas fait grand-chose. Je crois que le plus gros truc qu'on ait fait, c'est un parc d'attractions, voilà, pas très loin de Francfort. Les enfants étaient super contents, mais eux, ils adorent ça, évidemment. Et puis ensuite, on a repris la voiture pour aller dans la Vienne. Euh, Là, on s'est pris de la pluie sur la route, grosse baisse des températures et on est arrivé dans la Vienne. Alors le gîte est vraiment, c'est là où je suis, il est vraiment super, c'est isolé, c'est un coin de campagne. Il y a le gîte et à côté il y a la maison, c'est l'ancienne maison de chasse du mari de la propriétaire. Il y a tout un terrain autour, il y a une forêt, il y a un ruisseau qui coule tout en bas. Enfin, c'est idyllique, j'adore, c'est super agréable. Et là, vous voyez, comme aujourd'hui, on est à 28 degrés. Alors, c'est monté petit à petit. Je vous avoue que le premier jour, on n'était plus qu'à 21 degrés. J'étais gelée, hein. J'avais froid, j'avais ressorti un pantalon de demi-saison. J'avais 2 gilets sur moi. Enfin, on perd 10-15 degrés. Moi, j'ai du mal à me faire au changement de température. Donc, c'était un petit peu compliqué. Mais bon, voilà. Là, c'est remonté petit à petit, à 25, 28. Mais il y a toujours de l'air. Donc, c'est supportable. C'est pas écrasant comme quand on était en Allemagne. On est allé hier, du coup on en a profité, on n'est pas très loin de Poitiers, donc on en a profité pour aller au Futuroscope. On n'y était pas allé avec mon mari, on n'avait pas encore les enfants, lui vivait encore en Bretagne. Donc ça remonte quand même à plusieurs années, j'ai rien reconnu, hein, tout a changé. Et pour les enfants c'était une première, ils ont vraiment adoré. Moi je crois que celui que j'ai préféré c'est le voyage extraordinaire, puisqu'on parle pas mal de comment ah, de Jules Verne, voilà, c'est inspiré des œuvres de Jules Verne. Alors moi j'aime beaucoup tout ce qui concerne les adaptations en film, en série, toutes les références qu'il peut y avoir à Jules Verne et à ses œuvres. Par contre, j'ai essayé de lire Jules Verne, ça ne l'a pas fait.
C'est un grand regret parce que j'aime tellement toutes les adaptations qui ont été faites de son œuvre que bon, c'est un regret, mais franchement, c'est pas passé. Donc c'était vraiment, vraiment génial. J'ai adoré. Je pense que je vous mettrai peut-être des images à la fin. Sinon, on est allé. Mon mari, bon, il y a des dépliants dans le gîte et mon mari dit: ah, il y a une cité du livre et de l'écrit pas très loin. Alors, ouah, chouette, ça promettait des bouquinistes qui sont toujours sur place, des bouquinistes éphémères qui louent un local et qui restent quelques temps. Je dis: c'est super, on n'y est pas allé le dimanche, on y est allé le lundi. Je me suis dit: j'espère qu'il ne va pas y avoir de trucs fermés. Bon, les commerces, évidemment, étaient, voilà, plus lambda, étaient fermés. Et ben, les bouquinistes, rien n'était ouvert. Tout simplement, alors j'en avais repéré un, il faisait donc des livres d'occasion, SF, fantastique, héroïque, fantasy, policier. Tout pour me plaire, des comics aussi. J'arrive devant le truc, c'était marqué: vous adressez à la librairie en face. La librairie en face était fermée, rien n'était noté. On ne savait pas quand est-ce qu'ils ouvraient, ni à quelle heure. Rien de rien. Il y avait même des petites boutiques où il y avait des ateliers de calligraphie, des ateliers de fabrication de papier, parce qu'autrefois ils fabriquaient beaucoup de papier, il y avait beaucoup de moulins. Dans ce village, je ne sais plus si je vous ai dit le nom, c'est Montmorillon. Voilà, ça promettait plein de belles choses et ça a été hyper décevant. Il y avait une belle ancienne ville, quoi, un cœur de ville très ancien, mais voilà, dans ce genre de ville, vous attendez quand même à plus d'activité. Et il n'y avait rien d'ouvert. Et en fait, on a trouvé une bouquiniste ouverte, qui est une bouquiniste éphémère, qui habite la Bretagne, et qui était venue de Concarneau jusque-là pour vendre ses livres, qui a loué le local. Mais franchement, elle s'ennuyait. On lui a fait sa journée en prenant plusieurs choses chez elle. Et elle nous a expliqué qu'en fait, les bouquinistes, ben, il y en avait qui étaient partis en vacances. Alors, je conçois bien que tout le monde a besoin de vacances, mais quand vous avez des boutiques comme ça dans des villages anciens, vous savez bien que les grosses périodes, ça va être juillet-août, parce que c'est là que vous avez le plus de touristes. D'ailleurs, on a rencontré plusieurs personnes qui disaient: on reviendra un autre jour, ah, bah, c'est dommage, c'est fermé. Et heureusement qu'elle nous l'a dit, parce que je pense qu'on aurait essayé de revenir, en fait, ça ne servait à rien. Après, il y a un bouquiniste qui a 2 magasins, il habite à 250 bornes, donc il fallait l'appeler. Puis, donc vous voyez un petit peu le truc, et c'est pas noté. Je suis allée sur internet, c'est noté nulle part. Sur le site de la ville, sur le site de voilà, la cité du livre et de l'écrit, rien n'est noté, rien n'est indiqué. C'était décevant et heureusement que cette bouquiniste était là parce que sinon, je serais sortie très très déçue. Enfin, sur le coup, j'étais vraiment déçue. Et du coup, on a pas mal discuté avec elle, c'était sympa. Bon, heureusement qu'elle était là. Et bon, elle disait que voilà, elle payait pas très cher le loyer. Parce qu'à Concarneau, elle vend beaucoup plus de livres, mais 2000 € de loyer. Là, c'était pas trop cher, c'est 160 € le loyer. La dame qui s'occupe de ça, d'essayer de relancer tout ça, au niveau de la mairie, a dit qu'elle avait 3000 demandes. Bah, c'était la seule bouquiniste éphémère qu'on a trouvée, hein. Les autres étaient fermés, donc c'était pas super top. Et je suis pas super bien installée. J'ai mis le portable comme j'ai pu. J'espère que ça va aller, qu'il va pas se casser la figure. Voilà, donc c'était pas génialissime, c'était pas oufissime. Il y avait 2 églises, une chapelle. Bon, il y en avait une d'ouverte, les autres étaient fermées. Il y avait un musée de la machine à écrire. Bon, ils étaient fermés. Ça, je peux le concevoir, on était lundi. Il y avait un musée du macaron, qui pour le coup, lui, n'était pas fermé. On l'a pas fait le musée, mais par contre, on a acheté les macarons, on a déjà tout mangé. D'ailleurs, c'est des macarons un peu à l'ancienne. C'est pas du tout comme des ladurées, vous avez voilà 2 petits biscuits et un parfum au milieu. C'est assez différent, c'est des macarons faits en pâte d'amande. Et je me suis souvenue, Madeleine de Proust, je me suis souvenue que j'en mangeais quand j'étais plus petite. On avait plus souvent ça, c'était mes grands-parents d'ailleurs qui avaient ça, ou mes arrière-grands-parents. Je ne sais pas si ça se vend encore. Après, ça pouvait vite être écœurant. Ça pâte d'amande, moi, c'est pas trop mon truc. Alors, bon, évidemment, c'est du fait main. C'est vachement bon, quoi. Mais c'est pas donné. Mais bon, on s'est fait un petit plaisir, on a déjà tout mangé. Sinon, je ne vous ai pas montré du coup ce que j'ai pris chez la bouquiniste. Ah, je crois que mes enfants et mon mari reviennent de la balade à vélo. Donc, je vous reprendrai une autre fois pour finir cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Hello, je vous retrouve. Nous sommes le jeudi 29 août, en espérant avoir le temps cette fois-ci de vous faire mon petit boucol. Ça fait une semaine que j'ai commencé la vidéo, je pensais avoir le temps de filmer un petit peu, puis en fait pas du tout. Donc vous pouvez voir, je ne suis pas dans le même lieu, on a changé encore de lieu pour les vacances, mais je vous raconterai ça dans un autre reading vlog. Là, je vais surtout vous parler de, voilà, des achats que j'ai fait à Montmorillon.
M'excuserez si je parle du nez, j'ai une petite bouffée d'allergie là qui est bien sympathique. Donc on avait trouvé quelques livres chez cette fameuse bouquiniste et des petits carnets. Vous voyez, le mien il est hop comme ça. C'est un petit panda avec des petites fleurs derrière. Et normalement, en fait, quand vous l'ouvrez, il se déplie comme ça en accordéon. Mes enfants en ont pris chacun un, mais plus grand. Et j'ai un de mes loulous qui a commencé à noter des choses dessus. Alors, ça m'a fait rire parce qu'il y avait une petite faute d'orthographe, mais bon, il n'a pas encore appris le passé composé, donc c'est un peu compliqué. Mon mari s'est pris dans les poches qu'on a pris, c'était 1 € le poche et 3 € les 4. Il s'est pris un livre, un vieux livre, un Borniche. C'est un policier, un enquêteur. Ça, c'est toujours le titre, c'est toujours Borniche avec une autre enquête en dessous. Il aimait bien lire ça avant, donc il a repris ça. Moi, je me suis trouvé alors 3 autres livres. Alors celui-ci, l'assassinat du roi Arthur. Je suis désolée, j'en ai plein le nez, ça m'empêche de parler. De J.B. Livingstone. Alors c'est un très vieux livre. C'est aux éditions de quoi ça? C'est les dossiers de Scotland Yard. Édition Gérard de Villiers. Je ne sais même pas si ça existe encore, les éditions Gérard de Villiers. Bon, vous comprenez pourquoi je l'ai pris. Il y a le roi Arthur dedans, il m'en a pas fallu plus. J'ai quand même lu le résumé, mais bon, je sais pas, ça me dit trop rien, mais je pense que ça va tourner autour des légendes arthuriennes, mais ça va pas être dans les légendes arthuriennes. Janet Bee s'engagea dans l'épaisse forêt, véritable muraille végétale qui semblait hostile à toute présence humaine. En elle, la curiosité scientifique venait de vaincre la peur. Jeune médiéviste d'Oxford, passionné par les contes du Graal, une idée l'a hanté depuis de nombreuses années, retrouver la tombe du roi Arthur, le lieu sacré par excellence. Soudain, une petite chapelle du haut Moyen-Âge surgit devant elle. La jeune femme crut défaillir. Ainsi, elle avait réussi. Mais son sang se figea en entendant des pas résonner derrière elle. « Que faites-vous ici, mademoiselle ?» Voilà, donc je sais pas trop... je suppose qu'on va être voilà, dans la forêt de Brocéliande. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Mais après, est-ce que ça a vraiment s'inspiré beaucoup des légendes arthuriennes? Je ne sais pas, on verra. J'ai trouvé aussi un Arnaldur Indridason. Bon, j'aime beaucoup, j'avais découvert cet auteur avec son inspecteur, commissaire, je ne sais plus le grade, Erlandur. Et bon, j'aime beaucoup les polars nordiques. Donc je l'ai pris, je ne sais même pas si... Je pense pas que ce soit le commissaire... je pense pas que ce soit son personnage principal, Erlandur, qu'on retrouve dedans. On est... Alors c'est quoi? C'est aux éditions Point, Ce que savait la nuit. Sur le glacier de Langyokul, je sais pas. En constant recul, des touristes en excursion découvrent le cadavre d'un homme d'affaires disparu depuis 30 ans. Son associé de l'époque, un temps soupçonné et de nouveau arrêté. Conrad, policier à la retraite et veuf, reprend ses recherches, obsédé par le souvenir de cette enquête bâclée par un de ses collègues. Le témoignage d'une femme pourrait relancer toute l'affaire. Ouais, donc on n'a pas Erlandur, mais c'est un autre personnage. Je ne sais pas s'il a fait une autre série. C'est vrai que je lis beaucoup moins de polar nordique en ce moment. Oh, je parle du nez, c'est horrible. C'est horrible. Voilà, donc à voir, mais pour ce prix-là. Et ça, celui-ci, je ne l'ai vu passer nulle part. C'est de l'heroic fantasy. J'ai jamais vu passer. C'est Hope and Red. Alors, c'est de John Scovron au livre de poche. C'est l'Empire des Tempêtes, tome 1. Oui, l'Empire des Tempêtes, tome 1. Et il date déjà un petit peu ce... J'espère que la suite est sortie parce que je l'ai acheté. C'était aux éditions Brajolone à la base. L'Empire des Tempêtes, tome 1, Open Red. Le résumé me tentait bien, donc je me suis dit, bon, un heroic fantasy à ce prix-là. Hope est l'unique survivante du massacre de son village dévasté par les terrifiants biomanciens, serviteurs mystiques de l'empereur. Recueillie par un soldat Vinken, elle a suivi un entraînement secret faisant d'elle une guerrière qui ne vit que pour la vengeance. Red est un orphelin adopté par une ancienne mercenaire issue de la pègre. Il est devenu un voleur et un escroc au talent inégalé. Quand un chef de la bande sanguinaire passe un marché avec les biomanciens pour contrôler les bas-fonds de la dangereuse cité de Laven, les destins de Hope et de Red se croisent, et leur alliance improbable va faire autant d'étincelles que de dégâts. Une rencontre explosive pour le premier tome d'une trilogie au rythme effréné. Bon, je suppose que s'il marque une trilogie, c'est que les 2 autres tomes sont sortis, enfin j'espère. Voilà, mais celui-là, je l'ai vu passer nulle part. Dites-moi si vous connaissez, c'est la première fois que je le vois. Et comme j'étais quand même un petit peu frustrée parce que, bon voilà, je m'attendais à autre chose avec mon Morillon. D'ailleurs, quand on a rendu le gîte, pardon, on a vu la propriétaire et c'est vrai qu'elle me dit, mais il n'y a rien, mon Morillon.
Je suis désolée, j'ai le nez tellement bouché, ça m'empêche de parler correctement. Bah ouais, effectivement, il n'y avait pas grand-chose. Mais du coup, on est allé manger, parce que c'est pareil, il n'y avait pas grand-chose non plus pour manger dans le village, et puis c'était hors de prix. Du coup, on est allé manger au Leclerc, et puis il y avait un Leclerc Culture. C'était trop chouette. Donc, évidemment, j'ai saoulé mon mari et mes enfants en passant 3 heures au Leclerc Culture. En plus, ils avaient plein de collectors qu'on commence à avoir du mal à trouver quand même. Et ça faisait de jolis rayonnages. Et je me suis laissée tenter par ce roman. J'avais oublié de le mettre dans ma wishlist. C'est Calliope, La Voix des Flammes. Alors, c'est de Michael McDowell et Tabitha King. Alors, Michael McDowell, vous avez dû en entendre parler avec comment sa série Blackwater, avec Cathy qui est sortie il n'y a pas longtemps, et puis Les Aiguilles d'Or. Il y en a encore un qui doit sortir toujours aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture au mois d'octobre, je crois. Voilà, enfin, fin d'année. Là, c'est aux éditions Télémac, par contre. Et en fait, c'est un manuscrit qu'il avait commencé à écrire et voilà, il est mort avant de pouvoir l'achever. Donc, c'est Tabitha King qui a repris l'histoire. On va suivre une jeune fille, quand même, je pense elle est assez jeune. Je ne sais pas si son âge est marqué au début. Non, c'est pas noté. Ah oui, non, c'est pas une jeune fille, c'est une enfant. Je me souvenais déjà plus du résumé. Calliope a 7 ans, elle adore son papa, self-made man, audacieux à la tête d'un empire automobile en Alabama. Quand il est affreusement torturé et assassiné à la Nouvelle-Orléans par 2 psychopathes obèses et à moitié démentes, c'est des femmes, Calliope et sa mère doivent s'enfuir pour échapper à un complot monstrueux. Au fin fond de la Floride, dans une pension de famille hors du temps, perdue au bout d'une lagune sauvage, elles vont trouver refuge. Quel est cet endroit? Qui sont vraiment leurs hôtesses? Ces pensionnaires et les visiteurs étranges qui se succèdent à Pensacola Beach. À qui sont ces voix que seul Calliope peut entendre à la flamme des bougies au cœur de la nuit? J'ai envie de dire Calliope à chaque fois, c'est Calliope. Voilà, j'aime beaucoup la couverture, c'est très sympa. C'est pas une maison d'édition très connue, j'ai même pas réussi à la taguer sur Instagram. Si, il y a les éditions Télémac, mais ça n'a rien à voir, je pense que c'était plus des documentaires et des essais. Donc celle-là, je sais pas. Et le livre date de 2023. C'est vrai, j'en avais entendu parler, peut-être sur la chaîne de Lucie Alu, je suis pas sûre. Et ben, il me tentait bien. Alors, j'ai pas mal de... Enfin, j'ai quasiment j'ai tous les livres de Michael McDowell. Enfin, ceux qui sont ressortis, hein, mais j'en ai encore lu aucun, donc j'espère que ça va me plaire. Mais là, ça me tentait, il était à 18,91 €. Donc je me suis dit, ça fait pas un gros achat, donc c'est assez sympa. Bon, c'est écrit large, hein, mais voilà, ça me faisait bien envie. Voilà, je vous parlerai, je vous parlerai une autre fois des lectures que j'ai commencé et terminé. Ce sera plus simple pour que le vlog ne dure pas trop longtemps. Et puis alors en plus avec cette voix nasillarde que j'ai là, c'est l'horreur. Donc je vais clore ici ce petit reading vlog et puis je vous retrouve, j'espère, très bientôt. J'espère que j'aurai le temps de tourner des vidéos pour la rentrée, pour le mardi au moins, même si j'en fais pas tout de suite 2 par semaine, mais c'est vrai que là ça va être la rentrée des classes et va encore être la course. Bon, comme tout le monde quoi. Mais voilà, faire se remettre un petit peu dans le rythme. Voilà, je vous dis à très bientôt. On va arrêter là, c'est l'heure. À très bientôt, je vous embrasse bien fort et puis prenez soin de vous. Bye bye.
C'est les noms après, monsieur. Mais pourquoi? Non, bah alors, je sais que Kevin mixe bien, mais quand même. T'es sûr? Ok. Alors, je vais faire la traduction d'abord parce que je pense qu'ils n'ont pas compris. Alors, du coup, en fait, c'est simple. Il a vu Kevin mixer, je vais le coller, et il s'est dit qu'il pouvait faire la même.